Bonjour, ici le professeur Jean Chou à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Nous allons faire le point sur l'épidémie à coronavirus COVID-19 en date du 26 mars 2020. À l'échelle mondiale, près de 500 000 cas, plus de 22 000 décès. C'est une pandémie qui touche la plupart des pays du monde. En Afrique et au Cameroun, plusieurs pays ont déclaré une multiplicité des cas. Et l'infection est en train de grimper dans la plupart des pays, avec certains qui ont déjà eu plusieurs décès. Alors, cette épidémie est liée au coronavirus, le COVID-19, qui est un virus très contagieux. En matière d'infectiologie, on parle de contagiosité en termes de R0, qui est une variable qui définit lorsque une personne est malade, elle peut contaminer autour d'elle X nombre de personnes. Et pour le cas précis du COVID-19, le R0 est d'environ 2 à 3. Ça veut dire qu'un individu malade va contaminer autour de lui 2 à 3 personnes. Il y a des situations où ce R0 peut même aller au-delà. Il y a eu en Italie, à Bergame, une dame qui se présentait dans un hôpital qui a contaminé près de 80 personnes. Dans ce contexte d'un virus contagieux, on estime qu'à la fin de l'épidémie, environ 50 à 60% de la population va être infectée. Certains auront des formes sévères, 20% environ. Parmi eux, 5% auront besoin d'une assistance respiratoire, des soins en réanimation. Et 80% auront des formes considérées comme bénignes qui vont s'améliorer spontanément. Alors pourquoi est-ce qu'on s'excite? Pourquoi est-ce que les populations, les dirigeants, pourquoi il y a cette médiatisation autour de ces virus? C'est lié à cette question de la mortalité, à cette question du contexte de saturation des systèmes hospitaliers directement associés à la mortalité. Si on prend dans un scénario où on a un taux de décès pour les plus de 80 ans de 15%, et que globalement le taux de décès est de 2 à 3% parmi tous les cas contaminés, on peut voir que pour un pays comme le Cameroun, en considérant une population de 25 millions, en considérant aussi que environ 10% sont âgés de plus de 60 ans, en considérant qu'environ 10% ont entre 40 et 60 ans, ça donne finalement un total de 80% qui ont moins de 40 ans. C'est une population considérée comme plutôt jeune. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est la présence de maladies chroniques. Les maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes respiratoires, les facteurs comme le tabac, ce sont autant de problématiques qui augmentent le risque d'être contaminé. Avec ces différents postulats, on pourra donc voir que au total, en considérant les différents facteurs, si on ne faisait rien, si on n'était pas actif, si le système des organisations sanitaires restait les bras croisés, on pourrait s'attendre à environ 125 000 décès au Cameroun. Donc les mesures qu'on met en place, qui ont été mises en place, visent à éviter que ces décès se produisent. Ça vise à éviter qu'il y ait beaucoup de personnes avec des séquelles de l'infection suite au séjour en réanimation, par exemple. Dans ces mesures, l'objectif finalement, c'est de faire en sorte que la courbe épidémique, qui dans tous les cas va grimper, au lieu qu'elle ait un pic très pointu, se retrouve avec une courbe un peu plus aplatie. On a remarqué, et ça c'est un constat dans tous les pays, qu'au début de l'épidémie, les cas sont un peu espacés, un peu rares, 2, 6, 12, 24. Et puis au fur et à mesure, on voit que l'exponentialité de la survenue des cas fait en sorte qu'il y a une multiplicité des cas chaque jour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec 5% de beaucoup qui donnent un nombre important qui ont besoin d'assistance respiratoire. Dans un système hospitalier, la limitation en termes du nombre de machines de ventilation est un élément clé. La limitation en termes de lits, en termes de personnel médical, en termes de salles de soins, en termes de matériels médicaux, représentent deux éléments qui vont être directement liés à cette saturation. Donc, l'objectif, en mettant en place des mesures, c'est éviter la saturation, en donnant donc la possibilité au système d'accueillir les malades
sur un mode un peu plus étalé. Donc, à titre d'exemple, plutôt que d'avoir 40 patients qui ont besoin d'un respirateur dans une période d'une semaine, si on a la possibilité de les accueillir alors qu'on n'a que 10 machines, on sera obligé de sacrifier 30 malades et faire le choix de traiter un malade X plutôt qu'un autre. À l'inverse, si ces 40 malades qui ont besoin d'un respirateur se présentent dans une fourchette d'un mois, on voit tout de suite que pendant cette période, il y aura une possibilité de sortir certains malades lorsqu'ils iront mieux et ensuite prendre les autres malades parce que l'arrivée des malades dans l'hôpital sera étalée. Donc, cet aplatissement de la courbe est directement lié à ces contraintes du système de soins. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aplatir la courbe? On met en place des mesures à plusieurs niveaux. Les premières mesures sont des mesures un peu plus globales. Déjà, la fermeture des frontières, la fermeture des écoles, universités, lieux de culte, les bars, les restaurants, vise à limiter cette transmission, cette contagiosité entre individus. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure qui est mise en place, c'est l'identification des cas et l'isolement et le traitement des cas qui ont été diagnostiqués. Pour identifier des cas, il faut faire des tests, il faut faire des analyses pour identifier les patients. Et pour faire des tests, il faut avoir des kits d'analyse. Il faut mettre en place un système où on pourrait faire le maximum de tests au maximum de personnes. Et pour enfin pouvoir utiliser cet élément dans la stratégie, il faut que lorsque les cas sont confirmés, on puisse traiter ceux qui sont très malades ou isoler ceux qui ont des formes bénignes et aussi ceux qui ont été en contact. Il faut mettre en place un système pour les mettre en quarantaine. Donc ça, c'est le deuxième niveau de mesure. Ensuite, le troisième niveau de mesure, et c'est celui-là qui parfois est un peu controversé, c'est le niveau de mesure concernant le confinement. Le confinement vise à limiter la possibilité à la population d'accéder à des lieux habituels, que ce soit aller au supermarché, dans la rue, aller dans les parcs. Et ce confinement a pour objectif, là aussi, de diminuer le contact inter-individu. Et lorsqu'on prend cette mesure, ça demande de mettre en place deux choses. Un, de mettre en place une priorisation des services essentiels. Les services essentiels devront continuer à fonctionner. On parle de tout ce qui est dans le domaine de la santé, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les techniciens de surface. Tous ces services sont essentiels. Ensuite, tous services des biens courants comme l'eau, l'électricité, l'alimentaire, les forces de l'ordre, tous ces services doivent être maintenus. À côté de ça, ceux qui ne sont pas essentiels doivent pouvoir garder quand même une possibilité de ressources financières. Donc, il faut que le système, l'État puisse mettre en place des ressources pour compenser le manque à gagner de ces populations. Et c'est à ce niveau que naît le débat de dire est-ce que l'État est en mesure de compenser ces personnes de leur manque de ressources. Et ça, c'est une réflexion importante parce que si on veut que les mesures soient bien appliquées, bien suivies, car ça marche, ça permet d'aplatir les courbes, il faut que cela soit fait de façon stricte et de façon suivie. On a vu l'exemple de l'Italie où il y a eu un décalage pour cette mise en confinement et on a vu ce qui se passe, beaucoup de morts, des milliers de morts. Et cette mise en confinement devrait être prise assez tôt dans cette courbe ascendante dont je parlais, parce que si on a déjà un système qui est saturé, à ce moment-là, le confinement ne sera pas aussi efficace. Merci.